est en train de vivre une révolution sans précédent. Évidemment, tous les bateaux voleront un jour. Et le fait de voler a des conséquences sur nos voiles, sur nos mâts, sur le gréement, sur tout l'équipement qui est plus périphérique quelque part au bateau. Je reste persuadé que déjà l'utilisation du vent dans le déplacement des bateaux, pour moi, évidemment, va reprendre une importance considérable. Bienvenue dans Les Explorateurs. Les femmes et les hommes que nous écoutons ici ont consacré leur vie à explorer le monde. Ils ont un jour décidé de se mettre en danger, par goût de l'aventure ou pour fuir une vie toute tracée. Pendant une trentaine de minutes, nous voyagerons avec eux au plus près des éléments et nous avons de la chance. Il a débarqué dans nos vies un jour d'hiver, en janvier 2013. François Gabard n'avait que 30 ans et, levant les bras dans le chenal des Sables d'Olonne, il se frayait un chemin parmi les géants de la course au large en remportant le Vendée Globe. Le jeune navigateur rompait avec la tradition des vieux loups de mer. Cheveux blonds dans le vent, les yeux bleus couverts de larmes, il brillait par sa fraîcheur, par son parcours et par son ambition. Virtuose des océans, il compte à son palmarès aujourd'hui toutes les grandes courses en solitaire ou en équipage. La Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum et le record du Tour du Monde en 42 jours seulement. Et s'il se dit plus compétiteur qu'aventurier, il donne en fait un avant-goût de ce qu'est le marin d'aujourd'hui et surtout de ce qu'il sera demain. Un navigateur, ingénieur, entrepreneur, François Gabard défriche, pense, construit les voiliers les plus rapides de la planète. Grâce à une révolution, le foil, un petit appendice fixé à la coque qui a ce drôle de pouvoir de faire de bateaux géants, de véritables bateaux volants. Ici, il ne peut rien vous arriver. Attention, vous pouvez vous accrocher au filet. Là, vous avez des poignées ici. Ça ira plus vite tout à l'heure. Et là, quand vous êtes là, vous êtes derrière, vous êtes protégé du vent. Et donc là, vous êtes bien. Faites attention, évidemment, il n'y a pas de filière, donc évitez de passer par-dessus bord. Et là, il y a un rail avec ça, donc ça bouge. Donc, pareil, mettez pas vos mains là. Si vous devez vous accrocher, vous êtes à l'arrière, plutôt ici. François Gabard, vous avez 36 ans. Depuis une bonne dizaine d'années maintenant, vous êtes l'un des marins les plus connus en France, l'un des plus victorieux aussi. Vous avez à votre actif un certain nombre de courses, de traversées. Vous avez fait le tour du monde. À ce titre-là, ça nous intéressait de vous rencontrer. Ce qui m'intéressait aussi, c'était que vous développez des bateaux qui sont aujourd'hui des bateaux un peu futuristes, ou en tout cas vous réfléchissez aussi à l'avenir de la voile, et donc vous êtes aussi une forme d'explorateur. La première question que je me suis posée en préparant ce podcast, c'était, tiens, qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur en génie mécanique ne s'est pas tourné vers une technologie beaucoup plus avant-gardiste, beaucoup plus pointue, beaucoup plus coûteuse peut-être aussi? Ouais, je crois beaucoup en la voile, en effet. J'y crois depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que j'y crois peut-être encore plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, enfin vieux comme l'humain. Enfin, je veux dire, les hommes ont inventé le bateau et le bateau à voile il y a quelques milliers d'années. Je connais pas l'histoire exactement, mais il y a très longtemps. Et mine de rien, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour se déplacer d'un endroit à l'autre en utilisant les énergies qui sont sur la Terre, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Mais l'idée de se servir du vent pour se déplacer, c'est quand même fabuleux. Et ça marche super bien. Et mine de rien, depuis que je suis tout petit, j'ai eu la chance déjà de voyager avec mes parents, de passer des vacances en bateau à voile, de traverser l'Atlantique quand j'étais petit en utilisant le vent. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire 2 tours du monde, d'aller en Turquie, de traverser la Méditerranée, d'aller en Amérique, au Brésil, aux États-Unis, au Costa Rica, aux Antilles plusieurs fois. Et tout ça, je l'ai fait en utilisant le vent. Je réfléchis bien, je trouve pas mieux pour faire ça au XXIe siècle d'une manière un peu économe. Tu prends un bateau, tu mets des voiles dessus et puis ça avance tout seul, quoi. Enfin, ça avance tout seul. Grosso modo, tu peux faire quand même des sacrées distances, aller dans des endroits juste en jouant avec le vent. Et c'est un peu sans fin. Horizontale qui vous permettent de coller. Donc là, en fait, on est sur 4 appuis. On a le foil, le safran de flotteur. Vous êtes en train de mener des recherches avec vos équipes depuis de nombreuses années pour aller toujours plus vite. Avec une technologie vieille comme le monde, tout ça, ça paraît un peu opposé. Est-ce que c'est performant, un bateau à voile ? Si on compare par rapport aux autres moyens de locomotion ou de transport qu'on a sur la Terre, c'est vrai qu'on va pas aussi vite qu'un avion.
on essaye de voler au-dessus de l'eau, on essaie de s'en approcher, mais on va pas aussi vite qu'un avion. Par contre, tant qu'il y a du vent, ça avance, donc on peut pas non plus couper. Alors ou même quand on remonte face au vent, on est obligé de tirer des bords, on est obligé de faire des zigzags. C'est vachement moins rapide ou efficace qu'un avion qui va tout droit, quel que soit le vent, quelles que soient les conditions pratiquement. Par contre, nous, on n'est pas obligé de s'arrêter pour reculer, quoi. C'est inépuisable. Et c'est inépuisable. Et du coup, moi, ce que j'ai eu la chance de faire en course, c'est de faire 2 tours du monde. On peut, avec un bateau, aujourd'hui, naviguer presque sans fin. Et ça je trouve ça, je me rends compte qu'en fait, c'est fabuleux. Le principe d'un bateau à voile, c'est de capter l'énergie du vent pour avancer. Pour capter l'énergie du vent, on sert de voile. Pour capter le plus d'énergie possible, il faut avoir de la stabilité. La stabilité sur un monocoque, ça vient par le plomb qu'on met sous le bateau. L'intérêt du multicoque, c'est qu'on ne joue pas sur ce plomb sous le bateau, on joue sur la largeur du bateau. Et donc on a des puissances de bateau qui sont très importantes sur un multicoque, malgré un poids de bateau qui est relativement faible. J'aimerais aussi que vous nous présentiez un petit peu votre univers, parce que votre univers, à mes yeux, plus que la mer, plus que l'océan, j'ai l'impression que c'est le large. Qu'est-ce que c'est le large, François Gabard ? Mon univers, il est en effet... Alors, je suis pas sûr d'arriver à faire la différence entre le large, l'océan, la mer. Il est ce milieu maritime, qui est en effet ce grand espace qu'on a devant soi quand on est en mer, quand on est sur l'océan, avec une espèce de liberté assez folle. Et mon milieu, c'est aussi le milieu des bateaux. Et si je suis amoureux de la mer, ce qui est un fait, je suis aussi amoureux des bateaux. Et j'aime les bateaux, et j'aime la technique, la technologie, les idées, les inventions, les hommes qui sont derrière les bateaux, tout ça, je trouve ça assez fabuleux. Et donc c'est pour ça que j'aime bien préparer des courses, construire des bateaux, travailler avec une équipe, et aussi partir en mer avec le bateau. Alors le cockpit, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là que ça se passe. C'est là, le cockpit et la cabane là, qui est juste derrière, la zone de vie, c'est là que je passe 98% de mon temps en course. Là, on est dans une zone qui est complètement protégée. Là, il n'y a pas de vent, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'il y a un petit peu de vent, le bateau est capable d'aller très vite. Donc on est protégé du vent, ça permet de continuer à aller vite, ça permet de piloter le bateau à fond la caisse sans être forcément avec un casque ou avec des protections. Enfin, je suis habillé comme ça, je suis en ciré, mais on peut naviguer même dans des conditions assez extrêmes dans une zone qui est relativement bien protégée. Et c'est quoi exactement la course au large, et quand est-ce qu'on sait finalement qu'on est au large quand vous prenez votre bateau ? C'est vrai que quand j'ai commencé à faire du bateau avec mes parents, en famille, avec mes sœurs, donc en croisière, près des côtes, et puis on a traversé l'Atlantique, donc un petit peu au large. Et en revenant, j'ai fait du dériveur, de l'optimiste, où j'ai fait pendant des années de la régate, entre 2 bouées. Et c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui me manquait dans tout ça. J'avais envie en effet d'aller voir un peu plus loin, d'aller voir justement le large, d'aller voir au-delà de l'horizon, d'aller voir ce qui se passait même la nuit. On est en fait un peu dans un autre monde, quoi. C'est vrai qu'on fait de la régate, il y a une connexion qui se fait avec la terre qui est très très forte. Puis quand on part un peu plus loin au large, on est dans un autre univers, qui est l'univers maritime, qui est assez fabuleux et qui m'a toujours fasciné, attiré, passionné. Vous disiez que vos parents faisaient de la navigation également. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ? Quel était le projet de votre famille en 1989 ? Mon père était dentiste, ma mère était magistrat, donc pas du tout dans l'univers maritime. Mais les vacances se passaient souvent sur des bateaux depuis qu'on est tout petit. Donc quand les 3 enfants sont là, ma petite sœur 3 ans, je pense commence à être un peu grand, même si 3 ans c'est pas énorme. Mes parents ont cette volonté de prendre une année sabbatique et d'acheter un bateau et puis de vivre sur un bateau avec leurs enfants pendant 1 an. On part d'Europe au mois de septembre, on descend dans des côtes portugaises, on s'arrête à Madère, Canaries, Cap-Vert. Cap-Vert, donc au large du Sénégal, ensuite on traverse l'Atlantique pour arriver aux Antilles. Et mon père, je crois, avait ce rêve américain, de découvrir la côte est américaine. Donc on est allé aux États-Unis, puis ensuite on revient par les Açores et l'Europe. Si je me sens aussi bien en mer, c'est probablement parce que j'ai vécu ça enfant et que j'ai vécu des super bons moments.
Mais par contre, en le vivant à 6 ans, j'ai aucune idée. Enfin, je me dis pas en revenant du voyage, c'est sûr, je serai marin plus tard. Et ensuite, comment naît votre véritable envie d'être marin, d'être skipper? Ça vient beaucoup plus tard. Ouais, comment ça vient? Ça vient beaucoup plus tard, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, j'ai 6-7 ans, je commence à faire du dériveur, donc de l'optimiste. J'aime la compétition, et je pense que je découvre après le bateau avec la compétition, et je fais de la régate. Par contre, je fais pas du tout de large. Ce qui me faisait rêver à ce moment-là, c'était l'olympisme, quoi. C'était le dériveur à haut niveau. Et finalement, c'est les Jeux Olympiques qui me drive, quoi, qui me font avancer. Et j'avance comme ça, on grandit, je fais le lycée, je me retrouve dans une école d'ingénieur où il y avait une section sport-études à l'INSA à Lyon, où je continue à faire de la voile. Là, je fais du Tornado, donc qui était un bateau, un catamaran qui était un des supports qui allait aux Jeux Olympiques, donc dans l'idée de faire une préparation olympique. Et je pense que j'arrive à un point où il y a ce petit quelque chose qui me manque. Le goût de l'aventure. Ouais, le goût du large, le goût de naviguer la nuit, d'aller voir ce qui se passe et pas simplement de tourner autour de deux bouées. Même si c'était fabuleux d'essayer de tourner autour de deux bouées le plus vite possible et plus vite que ses copains, parce que c'était un peu le budget de la régate et de la compétition. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai basculé quelque part à me dire, en fait, c'est le large donc, que je veux faire, et j'ai commencé à rêver de Figaro devant des globes, et c'est là que tout a commencé dans la partie course au large, quoi. On est sur un multicoque ça peut chavirer. Et si le bateau chavire, je tombe là, et après il faut que j'aille me réfugier dans la coque centrale, où on est normalement en sécurité. Donc c'est l'idée du cockpit qui est complètement fermé. Si le cockpit était ouvert, si jamais le bateau gîte, on peut se retrouver, tu vois, dès que ça prend des gîtes assez importantes, on peut se retrouver à l'eau. Ce qui voudrait dire que dans le cockpit, on serait obligé d'avoir le gilet, de s'attacher, etc. Là, quand je suis là, j'ai pas de gilet, parce que je considère que je suis dans le bateau. Et que le danger, éventuellement, dans le bateau, ça serait d'être bloqué par le gilet ou par une longe. Par contre, à partir du moment où je franchis cette porte-là, en solitaire, je suis accroché, je mets un gilet. Je considère que j'évolue dans un milieu qui devient dangereux. Du coup, ce qui veut dire que dans cette zone-là, on peut pousser le bateau, on peut prendre des risques. On peut faire du sport. Là, je suis en t-shirt, même dans des conditions où il y a pas mal de vent, on est protégé. Voilà, on peut engager le bateau, on peut s'engager et on peut aller vite. Est-ce que, quelque part, la vocation du marin, c'est celle-là, avant tout? Est-ce que vous êtes devenu marin pour voyager? Je sais pas si je suis devenu marin, en tout cas, j'ai découvert la mer par le voyage. Après, je l'ai pratiqué en régate, en optimiste, par exemple, on tourne autour de bouée, on partait d'un endroit, on revenait au même endroit. Il n'y a pas vraiment de voyage. Et même aujourd'hui, quand je fais de la course, sans pêche, je pars de Brest, je reviens à Brest, je pars des sables, on revient au sable. De temps en temps, il y a des courses quand même où on part de Saint-Malo et on va en Guadeloupe, on se déplace. Mais c'est quand même vachement normé, quoi. Puis je fais pas la route du Rhum pour découvrir la Guadeloupe. Je la fais parce que c'est une course et qu'on traverse l'Atlantique. Mais voilà, on fait pas ça uniquement dans l'optique de découvrir une île. Enfin, on fait pas de la course pour ça. Pourquoi on part? Pour découvrir. Pour aller voir quelque chose, aller voir un peu derrière l'horizon, et cette espèce d'envie de bouger un peu tout le temps, de découvrir, je suis curieux, j'aime bien aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez vu sur ces océans, sur ces mers? Je pense que c'est intéressant de prendre conscience des systèmes fermés dans lesquels on vit. Pour moi, il y a 2 exemples qui sont assez intéressants. C'est donc la planète, qui est un système fermé, qui paraît très grand, qui paraît immense, etc. Et puis en même temps, oui, c'est très grand, mais c'est pas infini non plus, c'est limité. J'en ai pas mal parlé avec Thomas Pesquet, qui lui l'a vu de l'extérieur. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là, mais voilà, tu prends un peu de recul, puis à un moment donné, tu te rends bien compte que c'est fermé, ça s'arrête. Tu le vois d'un côté, à droite, à gauche, et qu'à un moment donné, tu mets 6 milliards de personnes, ou un peu plus, et qu'à un moment donné, les ressources, il faut vivre dans ce truc-là, comme pourrait le dire Thomas, dans ce bateau qui est la Terre. Et l'expérience qu'on a nous aussi sur un bateau, ce système-là, il est isolé. Et par exemple, tu fabriques de l'énergie à bord du bateau, tu t'es pas branché avec le 220, donc tu fabriques l'énergie avec ce que tu peux, avec un hydrogénérateur, avec une éolienne. Tu fabriques, et puis ton énergie que tu produis à bord, tu peux la consommer, et puis si t'as pas d'énergie, c'est fini, quoi. Et donc, tu produis des déchets à bord d'un bateau, les déchets, tu les as sur le bateau, et puis tu te rends compte à peu près de la taille de ce que ça fait. Et ça, cette expérience-là, c'est une école qui est vachement intéressante parce que ça te permet de te rendre compte justement de
de l'univers dans lequel tu vis, de l'énergie dont tu as besoin, de la nourriture dont tu as besoin, de l'eau dont tu as besoin et des déchets que tu produis. Alors, en vous rencontrant ici à Port-la-Forêt, dans votre atelier un peu sophistiqué, où vous mettez au point de nouveaux bateaux, c'est un peu compliqué de se dire que l'envie ou l'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est encore de voyager. On sent qu'il y a autre chose, qu'il y a la course, peut-être plus que le large maintenant. Mais est-ce que ça vous arrive encore justement de voyager ou de prendre votre bateau, de mettre les voiles pour explorer, sans faire la course? Ouais, pour explorer, ou voire même ce qui pourrait paraître encore plus inutile, juste pour glisser, quoi. Donc des fois, tu t'explores rien, finalement. Tu veux juste te mouvoir sur l'eau et jouer. En fait, tu joues avec les éléments pour te déplacer. C'est aussi bête que ça. Et ça, c'est un peu la base, c'est la glisse. La glisse, le fait de se déplacer en utilisant des énergies. Et mine de rien, l'exercice des tours du monde est assez fabuleux parce qu'en fait, on passe tellement de temps en mer qu'au bout d'un moment, nos sensations en fait sont vachement, c'est vachement fin. Et on aura beau s'entraîner autant de temps qu'on veut en amont, à un moment donné, un tour du monde, tu vas rester donc 42 jours sur un bateau, jour et nuit, quand tu dors, tout le temps, tu es sur un bateau. Et c'est un exercice qui est difficile, t'es en éveil en permanence pour essayer de sentir un peu tous les éléments. Au bout de plusieurs dizaines de jours de navigation en solitaire ou en équipage, tu ressens quand même des choses très très rapidement. Et ça, c'est un truc qui est assez fabuleux. Comme si le bateau était le prolongement de votre corps, C'est quelque ça. part. Ouais, t'arrives à sentir des choses. Et pour moi, les dernières longues navigations que j'ai pu faire en solitaire, je pense à la Route du Rhum il y a quelques mois, ou le Tour du Monde en solitaire, en multicoque, forcément au bout d'un moment, tu sens plein de choses qu'à l'entraînement, t'arrives pas à ressentir parce que t'as pas autant de temps pour t'habituer. Et donc, t'es sur le bateau, autant de temps, au bout d'un moment, t'arrives à sentir des choses qu'aucune machine aujourd'hui arrive à sentir. Tu dors, et le vent va varier un petit peu, ou les vagues vont varier un petit peu, et tu vas tout de suite sentir que le bateau il va pas aussi vite, qu'il y a un petit problème, ou qu'il faut changer tel réglage. Alors t'es fatigué, mais en parallèle, t'as cette espèce de sensibilité qui fait que t'arrives à trouver les réglages et à connaître parfaitement le bateau. Et cette sensation, elle est juste fabuleuse, parce que finalement, c'est ce que depuis que je suis tout petit, c'est ce que tu recherches, c'est essayer de sentir le bateau, et essayer de lui trouver le meilleur équilibre. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller sur votre bateau avec vous pour naviguer pendant quelques heures. Et vous m'aviez expliqué qu'il vous arrivait souvent de naviguer les yeux fermés. En course au large, un truc tout bête, mais grosso modo, quand même, la moitié du temps, il fait nuit. Et du coup, quand on est dans le noir, on développe des sensations quand on navigue la nuit, qu'on n'a pas le jour. Et donc, des fois, fermer les yeux, ça permet de se reconcentrer sur les bruits, sur les sensations, les mouvements qu'on arrive à mieux percevoir quand on est privé d'un sens. Plus on avance, plus finalement on va se servir d'autres sensations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un skipper en 2019 ? Est-ce que c'est encore un marin ? Oui, bien sûr, c'est un marin. Et un marin, aujourd'hui, quelque part, c'est quelqu'un qui porte un projet, qui a une envie, un rêve, qui se dit « je vais faire telle course », et qui, pour arriver à ça, va faire énormément de travail à terre en amont. Si on revient en arrière, quelques années auparavant, quand Eric Tabarly se dit pareil, je vais faire la Transat anglaise, il va construire des bateaux, il va monter des équipes. Encore avant, Christophe Colomb, quand il part se dire je vais partir découvrir le monde, à un moment donné, il a des mécènes, où il y a des pays, des rois à l'époque qui vont aller derrière. Et du coup, en amont de ses voyages et de ses temps en mer, pour préparer ses projets, convaincre des personnes de partir dans ces projets un peu fous, d'aller vers l'inconnu complet à cette époque-là. Et le métier de marin, aujourd'hui, en effet, c'est vrai que c'est un porteur de projet, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui a une envie, une passion, un rêve, une conviction, et qui va essayer d'emmener autour de lui
toute une équipe. Donc l'équipe d'abord c'est un partenaire, un sponsor. Il faut convaincre une entreprise, une association de venir avec nous, de dire voilà on va faire un projet ensemble. Et tout ça c'est une partie du boulot que j'adore, qui me fascine et qui prend un temps fou. Aujourd'hui mon métier de marin c'est beaucoup plus que la moitié du temps à terre. Et heureusement une partie sur l'eau, parce que évidemment c'est une partie que j'aime, mais si je faisais que du bateau sur l'eau, je pense que ça me plairait pas autant que de naviguer sur un bateau avec toute l'histoire qu'il y a en amont. Vous parliez des bateaux, et on sent que ce qui vous fascine aussi aujourd'hui, c'est de penser l'avenir de votre sport et de concevoir les nouveaux bateaux, ceux qui écriront les nouvelles pages de la course au large. À quoi ils ressemblent, les bateaux d'aujourd'hui et surtout les bateaux de demain? Vous avez un bateau qui va être construit très bientôt, qui est en train d'être construit et donc d'être pensé. À quoi ils ressemblent, les bateaux du futur? Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, on est en train de vivre aujourd'hui, dans le monde maritime, une révolution sans précédent, qui est le vol. Ça fait depuis, je disais, des milliers d'années que les bateaux à voile existent. Et depuis quelques années, on a ce principe de foil, portance dynamique, qui permet à une certaine vitesse au bateau de s'élever au-dessus de l'eau. Le principe du foil, c'est comme une aile d'avion, sauf que l'aile d'avion s'appuie dans l'air pour voler. Là, nous, on s'appuie dans l'eau pour créer une force verticale vers le haut qui permet au bateau de s'élever au-dessus de l'eau et au bateau de voler. Là, on n'est pas assez rapide, on est au moteur. Mais là, on crée déjà une petite force vers le haut. Dès qu'on va aller à plus de 25-28 nœuds, donc à peu près 50 km/h, le bateau arrive à s'élever complètement au-dessus de l'eau. Pourquoi on fait ça? Pour la simple et bonne raison que quand le bateau vole sur ses foils, il traîne moins dans l'eau et donc il y a moins de frottement et donc le bateau peut aller plus vite. Et ça c'est une révolution qui est assez fabuleuse et assez géniale parce que en fait, pour la même puissance dans les voiles à pousser le bateau, on peut aller plus vite. Ou avec moins de puissance, des voiles moins grandes, on peut aller à la même vitesse. C'est quelque chose qui touche aujourd'hui le milieu de la course. La Coupe de l'Américain en premier il y a quelques années, la course au large aujourd'hui. Et je suis intimement convaincu que ça va toucher tous les bateaux qui vont sur l'eau dans les années qui viennent. Même la navigation de plaisance. Même la navigation de plaisance, même à mes yeux, alors probablement un peu plus longtemps, mais même le transport maritime. On change en fait de loi physique, on n'est plus dans Archimède, on est sur la portance dynamique. Les progrès qu'on a pu faire ces dernières années grâce à ça sont juste fabuleux. Les bateaux vont pas 2% plus vite, les bateaux vont 30, 40, 50% plus vite et on a fait ces progrès-là en quelques années. Comment ? Ouais, on bascule là, je pense que ça le fait pour basculer là. Évidemment, tous les bateaux voleront un jour. Et aujourd'hui, à quoi vont ressembler les bateaux de demain ? C'est difficile de répondre à cette question parce que on est en train de vivre une révolution sans précédent et le fait de voler a des conséquences sur nos voiles, sur nos mâts, sur le gréement, sur tout l'équipement qui est plus périphérique quelque part au bateau. Je reste persuadé que déjà l'utilisation du vent, donc de voiles, d'ailes, de cage, j'en sais rien, mais l'utilisation du vent dans le déplacement des bateaux, pour moi, évidemment, va reprendre une importance considérable et ce qu'on apprend, nous, régatiers, à essayer d'utiliser le vent le mieux possible, ça servira pour les bateaux de demain. Aujourd'hui, le record de l'Atlantique, c'est 3 jours et quelques heures. On arrive avec un bateau à voile à faire New York, l'entrée de la Manche, en un peu plus de 3 jours. C'est plus long que l'avion. Mais c'est pas si mal que ça, quoi. Les bateaux géants et volants, ça s'appelle des ultimes. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'un ultime, à quoi ça ressemble et à quoi ressemblera le bateau que vous êtes en train de concevoir ? Alors un ultime, c'est un multicoque, donc un bateau à plusieurs coques. Aujourd'hui, c'est principalement des trimarans, mais on pourrait très bien imaginer donc un catamaran. En tout cas, c'est pas interdit. Qui aujourd'hui répond à certaines dimensions, justement, maximum. Le bateau fait maximum 32 mètres de long, 23 mètres de large. Un mât à 120% de sa longueur, donc grosso modo 35-36 mètres. Donc c'est des grands bateaux, hein. C'est sûr que quand on passe à côté du bateau dans un port, ça laisse pas indifférent, surtout quand on est tout seul sur un bateau comme ça, par rapport à un petit bonhomme comme moi, ça fait une belle bête à côté de soi. Et ces bateaux-là sont dotés de ces appendices, c'est des bateaux qui sont capables aujourd'hui de voler
en s'appuyant sur des foils. Et à quoi vont ressembler les ultimes de demain, ça je peux pas tout dévoiler parce qu'on travaille dessus actuellement, mais évidemment ça sera des bateaux qui voleront encore un peu plus tôt, de manière encore un peu plus stable et d'une manière un peu plus rapide, toujours. En fait, sur un bateau à voile, justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que la règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser autre chose que de l'énergie humaine pour border, choquer les voiles, bouger les appendices. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on descend le foil. En l'occurrence, on est sur l'hydraulique. Il y a une pompe hydraulique sous mes pieds, là. Donc on fait tourner la pompe hydraulique pour envoyer l'huile dans un vérin qui est sur le flotteur bâbord et qui permet de descendre le foil. Et on n'a pas le droit d'avoir un petit moteur, un moteur électrique pour faire tourner les winches. On n'a pas le droit d'avoir une pompe électrique pour amener l'huile dans le vérin. C'est que là, tu vois, on est à deux. Et on va tourner les manivelles pendant au moins 5 minutes. Et t'imagines quand t'es tout seul, c'est juste pour descendre le foil. On passe des heures à tourner les manivelles. Partie du jeu. Combien de tours de manivelle sur un tour du monde? 115 000. C'est là où on peut dire en effet que c'est du sport. Et de la hauteur. Quand tu choques, avec la friction, ça fait ce bruit là. Choquer, c'est relâcher la voile. En fait, c'est un peu la gestion de la puissance. C'est un peu comme l'accélérateur quelque part. Parce qu'à vous entendre, à vous écouter nous raconter votre tour du monde en 42 jours, les moyens que vous avez employés, on a quasiment l'impression que la mer devient un circuit automobile et que votre entreprise devient une forme d'écurie. On a l'impression de parler de F1 presque. Mais je pense que c'est un sport mécanique, ça l'a toujours été. Et si on avait la chance d'être avec Eric Tabarly, quand il a construit les Pinduic il y a quelques dizaines d'années ici en Bretagne, c'est la même chose. À l'époque, il a inventé des ballasses, des constructions, les bateaux étaient en bois, il a fait des bateaux en alu ou en plastique. Enfin, il y a 50 ans, Tabarly était, je pense, au-delà du marin extraordinaire qu'il était un inventeur, un ingénieur hors pair pour essayer de mettre au service la technique pour les bateaux. Cette activité a toujours été technique, parce qu'un bateau, ça reste quelque chose de mécanique et de technique. Après la route du Rhum en 2018, vous avez été battu de quelques minutes, le scénario est incroyable, de quelques minutes par Francis Joyon qui naviguait sur un bateau plus ancien. Et tout de suite, certaines personnes ont dit mais peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être que la technologie qu'on met sans arrêt dans les bateaux en fait des pièces peut-être trop fragiles, des pièces trop difficiles à gérer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et quelque part, est-ce que la route du Rhum en 2018 n'était pas un signal pour dire peut-être qu'il faut quand même que ça reste quelque chose de plus facilement maîtrisable? On vit une révolution qui est tellement énorme, on a tellement progressé avec nos bateaux ces dernières années, qu'évidemment on ne peut pas progresser autant sans forcément parfois se tromper. Et ça fait partie du jeu. Mais inéluctablement, on va vers le vol et on va vers des bateaux qui vont de plus en plus vite. Et en discutant avec Francis Joyon, évidemment, il est aussi, autant que moi, convaincu que l'avenir des bateaux se fait sur des bateaux qui volent. On évolue dans un milieu naturel qu'on essaie de comprendre et de prévoir, mais on se fait toujours un peu surprendre. C'est le risque à payer pour créer, pour inventer. On peut pas inventer sans prendre de risque, c'est une évidence. Enfin, voilà, on est bien obligé de temps en temps de se tromper, sinon on reste statique. Donc ça fait partie du jeu, et à mes yeux, ça serait débile de se dire voilà, on n'invente plus jamais rien sur les bateaux, et ça serait tellement triste d'avoir des bateaux qui n'évoluent pas. Quand aujourd'hui on peut inventer des bateaux qui, encore une fois, ne vont pas faire que gagner des courses. C'est des bateaux qui vont gagner des courses, mais qui, je l'espère et j'en suis persuadé, vont changer le monde réellement, le monde maritime, mais quelque part le monde d'une manière générale, parce qu'on est tous concernés par les océans et par les bateaux. On a 90% des produits qu'on consomme qui se déplacent sur la mer, donc on est tous dépendants du transport maritime, des bateaux. Et aujourd'hui, inventer, imaginer des bateaux différents qui sont capables d'aller plus vite, plus loin, avec moins d'énergie, c'est une problématique qui concerne tout le monde. C'est quoi aujourd'hui votre rêve de marin du futur, quelque part? Votre rêve dans le futur, vous avez tout gagné, ou presque, vous avez des records. Comment est-ce que vous vous réinventerez dans quelques années? Moi, le rêve, c'est clairement d'une manière assez concrète,
voler au-dessus de l'eau et faire en sorte que ce vol au-dessus de l'eau puisse bénéficier à tout le monde. Soit pour du pur loisir, c'est pour qu'il y ait des personnes qui prennent du plaisir à voler au bord d'une plage sur un petit bateau, une petite planche à voile, un kite, super. Ou si c'est pour transporter des marchandises, des personnes. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est essayer de faire évoluer notre milieu pour essayer de faire bouger les choses d'une manière qui nous dépasse par rapport à simplement la course au large. Et c'est donc en pleine révolution, telle que l'a décrit François Gabard, que se referme cette série. Le temps de 5 épisodes, nous avons traversé l'Antarctique, voyagé de la terre à la mer et du ciel aux profondeurs de l'océan. Tous les épisodes des Explorateurs sont évidemment à retrouver sur le site internet de l'équipe ou sur les plateformes d'écoute. Merci à Rémi Fier, Roland Richard et Théo Boulanger qui m'ont aidé à préparer, produire et réaliser ce podcast. Quant à moi, Aurélien Delphos, ça a été un vrai plaisir de partager cette aventure avec vous.